L'Europe avance. 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 Notre communauté européenne a 31 ans. Elle a été portée sur les fonds baptismaux par tous ceux qui disaient « plus jamais la guerre entre nous en Europe, plus de guerre civile fratricide ». Et à partir de là, certains ont rêvé d'une Europe unie politiquement pour tenir sa place dans le monde, pour son indépendance, pour sa prospérité. Face à un monde en changement rapide, où l'Europe se trouvait défiée sur le plan économique, dans son système social, dans le domaine technologique, et peut-être un jour menacée dans sa sécurité, il fallait trouver ce qui les réunissait, ce qui leur paraissait évident. Voilà pourquoi je leur ai proposé un grand marché sans frontières, avec une échéance impérative pour le réaliser, afin que ça ne traîne pas, 1992. Et à partir de ce grand marché, il fallait concevoir les fondements économiques de la maison Europe. Et ces fondements économiques, ce n'était pas simplement un grand marché, mais toutes les politiques que l'on devait mener ensemble, soit sous forme de politique commune au niveau européen, soit sous la forme traditionnelle de la coopération. Voilà quel a été le point de départ de cette Europe qui est à nouveau en mouvement. Par conséquent, ce que nous cherchons à faire, quand nous disons « il faut réussir l'acte unique », c'est de créer, entre 1992 et 1995, un espace économique commun en supprimant toutes les entraves à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Mais pour cela, il faut non seulement réaliser le grand marché, mais mettre en place ces politiques communes. Et ces politiques communes, elles sont dans 3 domaines essentiels qu'il faut retenir. Tout d'abord, la recherche, la science et la technologie. Là aussi, il y a des entraves. Il faut aussi, pour prendre le domaine de la communication, avoir la possibilité de défendre la culture européenne, la création européenne. Deuxième type de coopération dans le domaine monétaire. Le système monétaire européen fonctionne bien, c'est une zone de stabilité relative dans un monde en plein mouvement, mais nous devons aller plus loin, car il n'y aura pas un espace économique commun qui fonctionnera avec pleine efficacité si nous n'avons pas demain l'union monétaire et après une monnaie commune. Et enfin, le troisième domaine sur lequel je voudrais insister, ce sont les politiques d'accompagnement, la réalisation du grand marché. Nos objectifs sont simples. Aider les régions en retard à rattraper le train, aider les régions classiquement industrielles qui furent très prospères à se reconvertir. Ah, vous me direz, et le logement social. Alors vous savez que dans ce domaine, la situation aussi est très diverse. Là comme ailleurs, nous devons apprendre à gérer la diversité. Mais il me semble qu'au fur et à mesure que nous retrouverons, grâce à ce projet dont vous voyez la source de dynamisme, nous retrouverons précisément cet allant, cet enthousiasme, que le chômage déclinera, que la compétitivité s'améliorera, alors il faudra aussi se demander pourquoi et penser à la nouvelle frontière de notre développement.
Et la nouvelle frontière de notre développement, ce n'est pas simplement la compétitivité, elle est indispensable, mais c'est aussi la convivialité, les conditions de vie des gens dans les villes, à la campagne. J'ai parlé de la campagne parce qu'il y a le feu à la maison, la désertification est à nos portes, mais je pense aussi à ce que seront nos villes dans 20 ans, s'il n'y a pas les investissements nécessaires pour assainir les conditions, empêcher que les immeubles deviennent vétustes, permettre à chacun d'avoir un logement. Et par conséquent, on peut dire que le logement social, en tant qu'élément de cet aménagement des ensembles urbains, des ensembles collectifs, là où vivent les hommes et les femmes, est déjà présent dans nos projets. Dans tous les pays d'Europe, les mêmes besoins en logements sociaux existent. Dans tous les pays, les aides publiques existent pour favoriser l'investissement ou l'accès au logement pour le plus grand nombre. Ils proviennent de l'État, de la région, du département, de la commune ou même de l'entreprise. Parmi les aides mises en place, on retrouve aussi partout l'aide à la pierre pour la construction, l'aide à la personne pour les ménages, les déductions fiscales pour les accédants et les investisseurs. Partout, les conditions d'accès aux aides sont réglementées en fonction du niveau des revenus. Partout, il y a des professionnels agissant dans le cadre d'organismes à but non lucratif. Ainsi, tous ces éléments finissent par constituer dans chaque pays les piliers de la politique sociale de l'habitat. Ces principes de base sont communs à tous les pays d'Europe. À partir de là, chaque pays définit ses propres modalités d'action. Des différences existent donc. En voici un aperçu. En Allemagne, par exemple, les aides fiscales sont bien plus importantes qu'en France. Au Royaume-Uni, c'est le marché de l'ancien qui est largement favorisé. Aux Pays-Bas, le parc locatif est beaucoup plus important, puisqu'il atteint 31% du patrimoine immobilier, alors qu'en France, il n'est que de 15%. Regardez à l'inverse, en Espagne, le locatif social se limite à 2% du patrimoine. Nos voisins espagnols ont préféré développer la propriété. Au Danemark, la durée des prêts est parmi la plus longue d'Europe. En Italie, le secteur locatif est presque entièrement subventionné par l'État. Au Portugal, le développement se fait par le secteur coopératif. Et il y a bien d'autres exemples qui sont pour nous, Français, autant de sources de perfectionnement ou de satisfaction, mais aussi de comparaison. Voyons par exemple le volume de construction neuve. Finalement, dans le concert européen, la France est en bonne place. Elle a su développer des solutions diversifiées sur le plan de la qualité de l'habitat, mais aussi des relations sociales. Des solutions diversifiées par le développement des économies d'énergie et la réhabilitation du patrimoine ancien. Que peut devenir dans l'Europe de demain l'édifice français du logement social? Chacun comprend que la construction européenne peut entraîner des évolutions sur les politiques de l'habitat et donc des conséquences pour les organismes d'habitat social. Par exemple, comment circulera l'épargne? Peut-être que M. Schmitt et M. Gonzalez viendront placer leur argent en France. En tout cas, cette circulation ne sera pas à sens unique. Peut-être que M. Schmitt décidera de venir emprunter en France à M. Durand. Peut-être que M. Schmitt utilisera un bureau d'études français et un architecte italien. Il est probable que la construction de l'Europe entraînera de nouvelles règles communes. Assurance, procédés techniques, etc. Le but étant de perfectionner nos méthodes et de parvenir à ce rééquilibrage social nécessaire pour la construction d'une grande Europe cohérente et dynamique.
il y a place pour tous les ouvriers dans la construction européenne. Et il y a d'autant plus place pour ceux qui sont responsables du logement social qu'encore une fois, la dimension sociale de la construction européenne doit être réaffirmée, soulignée, concrétisée. Maintenant que nous avons redonné le mouvement, l'Europe est en marche. Il y a deux grands chantiers pour l'Europe de demain. Le premier, je l'ai dit, ce sont les conditions générales de vie, l'aménagement des villes, l'aménagement des milieux ruraux. Et dans ce domaine, le logement social a sa place à jouer. Et il y a un autre grand chantier, c'est la lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion. Et là aussi, nous avons besoin des responsables du logement social. Alors il faut dès aujourd'hui semer ce qui demain sera un des grains importants, une récolte importante pour le social. Et je me réjouis qu'un comité de coordination ait été créé entre vos organisations qui assure la présence, le souci du logement social au niveau de l'Europe. La dimension sociale de la construction européenne, je l'ai toujours affirmé et j'espère, quand cette vidéo paraîtra, je serai en train de préparer le Conseil européen, c'est ce qui explique mon absence, d'autant plus que le même jour où vous réunissez, c'est-à-dire le 25 juin, sera signé ce qui est un grand événement historique, le contrat de reconnaissance mutuelle entre l'Association des pays communistes de l'Est, le Comecon et la communauté, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Je serai présent là pour la signature de cet accord, ce qui explique que je ne puisse pas être à Bordeaux en même temps. Mais le lendemain, au Conseil européen, j'espère que les chefs d'État et de gouvernement marqueront, comme c'est leur prérogative et leur responsabilité, que la dimension sociale de la construction européenne est indispensable à la réussite du projet d'union politique de l'Europe. Et je leur proposerai une déclaration et des orientations qui devraient, plus qu'hier encore, marquer l'importance de la dimension sociale pour la construction de la communauté européenne, mais aussi pour que l'Europe reste fidèle à elle-même.